Alors à mon tour de remercier Philippe Rodège et puis les collègues de Lorient pour cette invitation, moi aussi à parler d'une vieille histoire, puisque moi aussi je vais parler de la recherche que j'ai conduite à l'époque de la thèse, sur cette source principale qui était la collection des registres matricules des classes de la marine du quartier de Marennes en Saintonge. Donc c'est un travail que j'avais mené à l'époque sur une période, on va dire transpériode, puisque j'avais commencé à la fin du XVIIIe siècle, j'avais terminé sous la Restauration, et même pour les marins les plus résistants, certains qui finalement je les ai suivis jusque sous le Second Empire. Et donc je prends le relais de façon, avec beaucoup de plaisir, de ce que Gilbert Butty a pu vous exposer, puisque moi aussi j'ai fait de la reconstitution de carrière, et j'ai essayé de le faire à grande échelle. Parce que vous allez pouvoir vous en rendre compte, j'avais sous la main peut-être un fonds d'archives particulièrement riche et dense. Alors moi je pense que en réfléchissant un peu, en revenant un peu en arrière sur le travail que j'avais conduit, je pense que finalement ce que j'ai pu produire dans le cadre de ma thèse, c'était une imagerie, c'est-à-dire un petit peu à la manière d'une imagerie médicale qui traduit une réalité. Et bien là j'avais sous la main un corpus d'archives assez dense, assez massive, et finalement l'idée était de voir comment je pouvais les exploiter pour en sortir une image qui soit la moins mauvaise possible. Alors en fait il a fallu que je me pose toute une série de questions qui sont celles que tous les historiens se posent lorsqu'on est face à ce type d'archives. Et la première chose que je voudrais vous montrer ce matin, eh bien, elle consistera finalement à vous exposer la manière dont j'ai pu reconstituer la machine administrative qui avait concouru à la production des archives sur lesquelles j'ai travaillé. Tout simplement parce que de cette machine administrative dépendait finalement la qualité de la source sur laquelle j'avais à raisonner. La deuxième chose, c'est que je me suis un peu laissé berner et griser à l'époque. On a pu d'ailleurs me le reprocher au moment de la soutenance, puisque on a finalement avec ce système des classes qui devient inscription maritime, puis qui redevient système des classes après la chute du Premier Empire, on a une source apparemment continue. Puisque les missions sont à peu près les mêmes. Il s'agit de contrôler la ressource humaine pour pouvoir la mobiliser au service de la marine de guerre. Mais on a une discontinuité de moyens avec des fluctuations qui sont très nettes. Alors ça peut être des moyens humains, mais ça peut être aussi des moyens tout simplement financiers et des objectifs qui vont, vous le verrez, finalement varier dans le temps. Alors cette imagerie, eh bien, elle dépend, elle subit en quelque sorte les conséquences de ces variations-là. Et c'est vrai qu'à travers la base de données relationnelles, j'ai tenté, à la manière de ce qu'exposait tout à l'heure Sylvia Marzagali, j'ai tenté de me défier finalement de toutes ces choses trappes qui pouvaient être tendues par la manière dont l'archive avait été constituée, confectionnée dans les différentes époques au cours de laquelle je l'avais envisagée. Et je suis parti sur un système, vous allez le voir, que j'ai voulu exhaustif pour pouvoir me permettre toutes les interrogations possibles, sans doute trop même parfois. Alors, première chose que je voulais voir avec vous ce matin, c'est finalement la manière dont les registres matricules pouvaient être confectionnés, la manière dont moi j'ai pu l'aborder, puisque Marennes est un quartier rural dans lequel les activités principales sont la petite pêche, du poisson frais et puis le cabotage. Il y a donc une flottille attachée à ce quartier, non pas dans un seul port, mais dans une guirlande de ports, donc c'est aussi la difficulté, puisqu'on a affaire à une zone vraiment géographiquement disparate. Et l'essentiel de la main-d'œuvre portuaire de ces différents petits ports saintongais, eh bien, elle est au service des grands ports de commerce, que sont La Rochelle et Bordeaux, surtout à l'époque. Et on a donc affaire à une main-d'œuvre qui est polarisée, qui se déplace pour aller s'embarquer sur des navires de long cours. Et de tout cela, eh bien, finalement, ressort une pratique administrative extrêmement complexe. Alors, avec plusieurs circuits. Le circuit le plus simple,
qui est peut-être celui que vous pouvez envisager donc tout à fait à droite de l'écran, c'est-à-dire celui du marin qui s'embarque dans son quartier d'origine à Marennes, qui va donc être couché sur les fameux rôles d'armement dont Gilbert Buty vient de nous entretenir, puis à nouveau couché sur le rôle de désarmement à la fin de la campagne. Tout cela va donner lieu à la mise à jour tout à fait en bas des registres matricules. Donc là c'est très simple, ce sont les mêmes mains qui arment, qui désarment et qui tiennent à jour les registres. Les choses deviennent plus complexes lorsque les marins doivent quitter leur quartier rural pour s'en aller s'embarquer dans des grands ports, puisque là, le suivi administratif ne peut pas être effectué par la même main. On a d'abord celui qui va donner l'autorisation aux marins de quitter son quartier pour se rendre dans le grand port de commerce. On va avoir un autre commissaire des classes qui va recevoir ce marin avec des papiers qu'il a sur lui, notamment un permis, qui l'autorise donc à se déplacer de Marennes jusqu'à Bordeaux, si on prend cet exemple-là. Les informations qui sont couchées sur ce permis sont des informations de nature référentielle, c'est-à-dire qu'on a l'immatriculation finalement de notre Jean de mer marrainé qui a fait le déplacement depuis Marennes jusqu'à Bordeaux et qui vont être ces informations-là couchées sur le rôle d'équipage du navire de long cours. On aura à nouveau donc un rôle de désarmement, comme l'a expliqué Gilbert Buty, et la délivrance d'un congé par le commissaire des classes de Bordeaux. Le marin, en étant porteur, viendra accuser son retour, disait-on dans les registres matricules de Marennes, auprès de son commissaire des classes de résidence, qui finalement enregistrera la totalité du voyage. Le circuit est à peu près le même pour les gens qui partent au service du roi. Ils sont à ce moment-là appelés au service, couchés sur des registres de levée dont certains ont pu être retrouvés. À partir de ce moment-là, on a délivrance d'un permis, avec des frais de route, puisque là on se déplace au service du roi, donc le déplacement depuis le quartier de résidence jusqu'au port d'embarquement n'est pas à la charge du marin. Et puis on a toute une noria administrative. Alors, ce que j'ai pu finalement établir, c'est qu'il y avait donc une correspondance entre les deux commissaires des classes, parfois même trois, puisque le navire ne désarme pas forcément à l'endroit où il a armé. À Marennes, ce qui est très net, c'est qu'il y avait un archivage de l'ensemble de cette paperasse dont les marins étaient porteurs, dont les courriers également échangés. Et puis de temps en temps, on formait les matricules. Ça, sont des termes qu'on retrouve dans les archives. Et donc ça m'a fait penser au data sprint des gens qui aujourd'hui travaillent sur des bases de données, puisque finalement, qu'est-ce que c'est qu'un data sprint? C'est un moment où on se pose et puis on va mettre dans la base de données l'ensemble des informations dont on dispose et qu'on a pu glaner ça et là. Alors, à la manière de ce que vous a présenté Gilbert Buty tout à l'heure, grâce à cette collection de registres matricules déposés à Marennes, mais moi j'avais la chance, vous le voyez, d'avoir des registres de mousses, de novices, d'apprentis de métier, de matelots et d'officiers mariniers, de capitaines et patrons, dehors de service, et seules les cases grisées vous déterminent les périodes chronologiques pour lesquelles je n'avais pas de registre. Inutile de vous dire que le tableau est plutôt blanc que gris, et donc j'avais finalement très peu de lacunes et la possibilité de suivre la plupart de mes gens de mer, tellement la plupart que sur la période d'inscription 1760-1820, j'en avais 3363. Là, le travail consistait donc à reconstituer la carrière en se basant sur les informations du type passé A pour savoir où on allait retrouver l'individu dans le registre suivant, avec un numéro de feuille et un numéro d'ordre. Et puis, dans le registre suivant, eh bien, on avait provient d'eux, c'est-à-dire la même chose. Et donc, finalement, une sorte d'assurance, de traçabilité de la carrière de ces gens-là. Bon, c'était la fin des années 90, le début des années 2000, l'ordinateur n'était pas encore tout à fait portable, et donc le médium, eh bien, c'était la fiche papier, et donc autour de ces 3363 bonshommes, j'avais 3363 feuilles A4, voire même pour certains, dont la carrière avait été très longue, des feuilles A3, parce qu'ils avaient une carrière particulièrement prolixe. Alors, la partie haute, en gris, l'état civil, dont il a été déjà question, et puis la partie basse, l'ensemble des informations contenues dans les registres matricules, que je vais essayer de vous présenter de la manière suivante. D'abord, sur finalement, en fonction donc, de l'ensemble des informations que je pouvais trouver dans mes registres matricules, pour un seul voyage, j'avais la date du permis, la date de l'embarquement, la date du débarquement, celle du retour au quartier de Marennes.
J'avais également des informations de qualification, le classement au service, différent de la fonction à bord lorsqu'on était embarqué sur un navire de pêche ou de commerce, le salaire mensuel et ou la part lorsqu'il s'agissait d'une navigation de cabotage ou de grande pêche, un certain nombre d'informations sur le circuit professionnel, comme les ports de départ et d'arrivée, le nom du navire bien sûr, le nom du capitaine, et puis des incidents comme une prise du navire débouchant sur une captivité, des fortunes de mer, un naufrage, ou bien des désertions qui sont nombreuses lorsqu'on est dans le cas de gens de mer qui font leur carrière au long cours. On a la tentation de déserter lorsqu'on est dans une escale outre-mer parce que le marché du travail y est particulièrement avantageux. Les équipages ont souffert parfois de la traversée. Les capitaines cherchent à embaucher des gens en remplacement. Les salaires montent et donc on déserte. Et puis j'avais des informations relatives aux revues. Alors vous voyez qu'en fonction des périodes chronologiques, eh bien, ces informations-là étaient plus ou moins bien renseignées quant à leur fréquence. C'est-à-dire que la donnée brute, eh bien, elle était d'une qualité plus ou moins bonne pour pouvoir la transférer dans une base de données relationnelle. Ce que je constate, c'est que sur les différentes séquences que j'ai pu établir, eh bien, j'avais globalement une amélioration du suivi sous l'Ancien Régime. Avant la guerre d'Amérique et après la guerre d'Amérique, les choses changent. C'est beaucoup plus fin en termes d'enregistrement entre la guerre d'Amérique et la Révolution française. Il y a une montée en puissance, une qualité plus importante. La césure révolutionnaire, évidemment, qualitativement, produit une dégradation, mais il est possible de croiser avec d'autres sources, c'est ce que Gilbert Buty nous a montré tout à l'heure, notamment les fameux rôles d'équipage. D'autant plus facile que le long cours disparaît pratiquement des écrans radars de mes marins ruraux à l'époque révolutionnaire et impériale, et donc ils sont embarqués soit au cabotage, j'ai les rôles sur place, soit au service, et l'administration maritime est assez attentive quand même à la manière dont elle gère sa ressource humaine sur les navires de guerre. À partir du moment où on rebascule dans le 19e siècle, on arrive à une mécanique beaucoup mieux huilée, avec des informations qui sont beaucoup plus fréquentes. Le résultat, c'est que, à partir de cette donnée brute et en croisant avec d'autres types de sources, on peut arriver à ce que j'ai appelé, moi, une donnée raffinée. C'est-à-dire, eh bien, pour chacune de mes époques chronologiques, une amélioration, une augmentation de la qualité finalement de la donnée. Alors là où je suis moins fort que ce qu'on fait en ce moment dans la NR Portique avec Sylvia, c'est que j'ai pas les moyens, si vous voulez, ou alors ça m'aurait entraîné dans des travaux encore plus importants, mais j'ai pas les moyens de flécher les données que je suis allé pêcher ailleurs et qui ne figuraient pas dans le registre matricule au départ. Évidemment, je me suis pas donné les moyens. On a toujours les moyens si on veut. Mais bon, on finit par s'épuiser, hein, et ça tout le monde le comprendra bien. Le fait est qu'en raffinant finalement la donnée, eh bien, sous l'Ancien Régime, j'arrive à un excellent suivi des qualifications des gens de mer, un traçage également extrêmement efficace des ports et des navires. Alors je le mets sur le compte de la très grande proximité géographique du bureau de Marennes et de celui de Rochefort, hein, parce que Marennes était finalement un vivier pour la levée des équipages de la flotte à Rochefort. On est à 25-30 km. Le commissaire des classes de Marennes, il plaisante pas trop parce que l'autorité est pas très loin. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le suivi était particulièrement efficace. Et puis j'ai eu le coup de bol qu'il y a eu un conservateur des archives de la marine à l'époque qui a mis la main sur la collection complète et qui avait subi finalement très peu de dégradation à l'époque. Sous la Révolution et sous l'Empire, les traceurs, vous le voyez, je les ai nettement améliorés grâce à mes croisements, hein, avec des retours que j'ai finalement sur lesquels j'ai obtenu de moins bons résultats, mais j'ai réussi à limiter la casse, si vous voulez, à limiter la dégradation. Et puis au XIXe siècle, il me semble que les choses deviennent à nouveau mieux enregistrées, notamment parce que on a toujours les mêmes exigences que sous l'Ancien Régime, et puis on a une nouvelle exigence qui est une exigence sociale, hein, puisque au XIXe siècle, on va voir monter en puissance la question des invalides, et notamment du versement effectif des pensions pour les gens de mer qui ont atteint la limite d'âge ou qui ont été blessés au service. Et donc on a finalement une attention plus particulière à tout ce qui est datation, alors que j'avais dû croiser beaucoup sous l'Ancien Régime, et encore plus sous la Révolution et sous l'Empire. Au XIXe siècle, j'ai pratiquement plus besoin de croiser. Les dates sont très nombreuses, j'allais presque dire trop nombreuses, parce qu'on a des registres matricules dont le grain finalement en termes d'enregistrement est extrêmement fin. Alors pour m'en sortir avec tout ça, une fois que les croisements ont été réalisés, les enrichissements ont été réalisés, eh bien je me suis penché sur
un complexe de tables, donc à l'intérieur d'un logiciel de base de données relationnelles qui s'appelle Access. Et en fait, voilà comment j'ai conçu mon travail, un petit peu à la manière, je pense, des commissaires des classes de l'époque, c'est-à-dire une table mère dans laquelle j'avais les informations relatives à l'état civil de mes gens de mer. Donc vous voyez, avec des noms comme le village, alors que j'avais codé à l'époque, parce que je ne voulais pas multiplier les chaînes de caractères à enregistrer, parce que ça créait du poids et donc ça ralentissait la machine. Le nom de l'individu, son prénom, sa date de naissance, le prénom de son père, sa profession, le prénom de sa mère, le nom de sa mère, et j'avais quelques autres informations, notamment la date d'inscription qui venait clôturer finalement cette fiche. Connecté à cette fiche donc, de table mère, j'avais des tables filles, comme par exemple la table localité, avec des informations finalement plus brèves, moins de champs dans ces tables-là, mais qui me permettaient de coder des informations qui étaient dans la table mère. C'était le cas notamment des professions et puis des localités. Et puis, à côté de ça, il y a le truc qui a toujours fait fuir mes étudiants quand je leur montrais ce que c'était qu'une base de données relationnelle, c'est-à-dire la table événement. C'est-à-dire que quand vous avez 3363 gens de mer à suivre, ben vous arrivez à 45 000 événements. Je ne les ai pas appelés voyages parce que lorsque mon marin fait naufrage, lorsqu'il est capturé, lorsqu'il déserte, le voyage n'est pas complet, c'est donc un événement. Voilà, donc j'ai un point de départ, j'ai un point d'arrivée. Et puis, je reprends l'enregistrement en dessous avec ce qui se passe après la désertion, qui est un nouveau point de départ. Et là, vous voyez qu'un même voyage vu du port de départ, finalement, donne lieu à 2 enregistrements, parce que pour moi, il y a 2 séquences différentes. Coupées par la désertion, coupées par la captivité, coupées par le naufrage, coupées par pas grand-chose d'autre. Mais enfin, voilà un petit peu les catégories. Alors, est-ce que c'est utile de détailler l'ensemble des champs de cette table événement? C'est pas forcément vrai. On y retrouve tout un ensemble de choses dont Gilbert vous a parlé tout à l'heure. J'y avais ajouté tout un ensemble de champs que je renseignais par du oui-non, hein, c'est-à-dire par du binaire. Notamment pour m'assurer que lorsque je n'avais pas, par exemple, saisi de date de permis, c'était pas parce que j'avais oublié. Donc j'ai une case oui-non pour dire il a eu un permis ou il n'en a pas demandé. Voilà un petit peu le type d'organisation que j'avais mis en place. J'avais également donc, et ce qui me permettait d'avoir aussi une case embarquement sans permis. Voilà. Au centre de la table, tout un ensemble de champs binaires également sur quelqu'un qui est pris en remplacement. Est-ce que c'est comme ça qu'il commence son voyage, pris en remplacement sur un navire ou pas? Est-ce qu'il a été pris au service? Est-ce qu'il a été fait prisonnier? Est-ce qu'il a naufragé? Est-ce qu'il a déserté? Est-ce que le navire a été condamné? Parce que parfois il y avait des rafiaux qui étaient condamnés aux escales, notamment dans les îles d'Amérique. Et donc, voilà. Et puis j'avais un descriptif, je ne sais pas, pour le cas où j'aurais un accident d'avion et que quelqu'un voudrait reprendre la base de données derrière moi. Il savait ce que j'avais bricolé dans chacun des champs, ce qui n'était pas forcément toujours évident. Et même avec le mode d'emploi, c'est pas toujours évident. Et même pour moi, 15 ans après. Bon. Alors, vous voyez que je ne me suis pas facilité la tâche parce que je suis parti du principe que qui peut le plus, peut le moins, donc j'ai tout pris. Et ça, c'est assez... Alors, ça a beaucoup d'avantages. Le gros inconvénient, c'est qu'on y passe un temps fou. Mais l'avantage, c'est que... on croit que c'est un avantage. On peut poser toutes les questions. Mais arrive un moment, il y a des gens qui sont en face de vous pour vous évaluer et qui vous disent « Mais que vaut cette question? Est-ce qu'elle est bien pertinente? Est-ce que poser une question, quand vous avez 3300 personnes, poser une question sur 50 personnes, est-ce que ça a du sens ?» Vous voyez, parce qu'on peut toujours réduire les interrogations, complexifier les requêtes et arriver à travailler sur des échantillons qui sont de l'ordre de moins de 0,1% du corpus total. Donc là, il y a un moment, il faut savoir s'arrêter. C'est ce que j'ai appris avec le temps. J'avais également, de façon intermédiaire, prévu des tables qui permettaient de tamiser mes données, mes 45 000 événements, des tables intermédiaires entre les 3300 marins classés et puis leurs 45 000 événements, parce que je m'intéressais à leur évolution dans la carrière. Et donc notamment, je voulais faire des calculs sur les temps de passage à certains grades
du côté du classement auprès de la marine, ou dans certaines qualifications lorsqu'on naviguait au commerce. Et donc en fait, je me suis appliqué à mener deux tamis parallèles, celui de la marine et puis celui des armateurs. Et donc voilà, donc j'ai aussi constitué deux tables connexes, une sur le classement et puis une sur la qualification. Ça me permettait de voir notamment que en temps de guerre, la marine booste les carrières des gens de mer en leur donnant du galon, et quand ils reviennent en temps de paix, les armateurs, eux, ils disent quand t'es parti, t'étais matelot, peut-être que t'as navigué comme second maître à bord de la frégate l'Hermione, mais pour moi, t'es toujours un matelot. Sauf en cas, évidemment, de pénurie de main-d'œuvre, comme c'est arrivé au lendemain de la guerre d'Amérique, par exemple, où là, on a une espèce de rattrapage tout à fait intéressant. Donc voilà les questions, si vous voulez, que l'on peut se poser au prix, c'est vrai, d'un énorme travail de saisie et de catégorisation de l'ensemble des événements. Mais pour mon malheur, je dirais que j'avais une source complète, avec des gens qui avaient travaillé de façon très consciencieuse, et j'ai essayé je pense pas que je me suis vraiment posé la question à l'époque, mais c'est vrai que j'ai évité l'écueil qui consistait à dire je ne prends que ce qui m'intéresse. En fait, je suis parti avec l'idée que tout pouvait être intéressant et que je ne pouvais pas me priver de quoi que ce soit. Alors, je ne vais pas vous dérouler toutes les productions auxquelles on peut aboutir avec ce type d'outils, mais voilà le genre de choses avec lesquelles auxquelles j'ai abouti. Par exemple, l'idée de travailler sur la mobilité sociale de père à fils et de travailler sur des catégories. Les marins, les capitaines, les familles, notamment dans la petite de Marennes où il y a 5000 habitants à la fin du XVIIIe siècle. Quel est le rang de naissance du jeune qu'ils envoient vers l'inscription maritime? Bon, voilà, il y a évidemment des changements qui sont perceptibles. Chez les marins, on envoie peut-être davantage d'aînés, voire même de fils uniques à la navigation, alors que vous voyez que chez les bourgeois qui ne sont pas marins, tout à fait, ils n'envoient jamais un fils unique naviguer, quoi. Et ça, au terme de la reconstitution de carrière, en le connectant avec la base de données des gens de mer, ce sont des résultats auxquels on arrive. Je me suis également intéressé aux différences de date d'embarquement données dans les registres matricules et dans les rôles d'équipage lorsque je les avais, puisque j'avais croisé avec un maximum de rôles d'équipage. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des écarts. Et des écarts sur lesquels j'ai pu travailler, et notamment qui ont mis en évidence ce que Gilbert montrait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que des navires de long cours, pouvaient se livrer à un véritable cabotage avant de partir d'un port, dans le seul but de compléter leur équipage. Donc vous aviez des gens qui étaient embarqués, des gens du quartier de Marennes qui étaient embarqués à Bordeaux sur un navire, et puis 2 mois plus tard, il y en avait d'autres qui étaient embarqués à La Rochelle. Le navire n'était toujours pas parti. Donc il y avait une sorte de cabotage. Il n'était pas parti pour des raisons sur lesquelles je n'ai pas d'informations particulières. Mais là, il y a ce type de graphique-là qu'on pouvait établir. Comme j'en avais pas assez de saisir des informations dans des bases de données relationnelles, j'en ai fait une également sur une centaine d'inventaires après décès, que j'avais retrouvés dans les archives départementales de La Rochelle. Et donc, alors là, vous n'avez qu'une partie. Ça, c'est la base de données inventaire après décès. Elle est connectée à la base de données marin. C'est-à-dire que sur la centaine d'individus que j'ai retrouvés, j'en avais 80 dans ma base de données de gens de mer extraits des registres matricules. Là encore, des croisements plus finis. Par exemple, la culture matérielle des gens de mer, ceux de la Seudre, avec leur vaisselle. Voilà, la vaisselle en terre, la vaisselle en faïence, la vaisselle en étain. Et on s'aperçoit que ces gens de mer de la Seudre, du quartier de Marennes, qui naviguent beaucoup à La Rochelle ou à Bordeaux, ils ont une culture matérielle qui est très proche de celle des marins de La Rochelle, donc des marins citadins, alors que ce sont des vrais ruraux. Et ils se distinguent finalement de ceux qui sont sur la ligne là, tout à fait à gauche du graphique, où on n'a pas de faïence. Et on n'a que de l'étain et de la terre. Voilà, donc ça c'est le type de recherche vers lesquels j'ai pu avancer. Alors, au final, si je voulais faire un bilan sur l'imagerie à laquelle je suis parvenu,
Je dirais que j'y suis parvenu en faisant une évaluation préalable des objectifs et des conditions de production de l'archive. C'est-à-dire j'ai vraiment pris une attention particulière à la manière dont mes registres avaient été constitués, aux difficultés qui avaient pu être administrateurs, des commissaires des classes à l'époque, ce qui m'a amené à me poser les questions, notamment des différences de date d'embarquement sur les registres et puis sur les rôles d'équipage. Si j'avais pas eu cette j'aurais certainement pas mené. Le protocole de passage de la source, de la donnée brute, aux data, la donnée raffinée, ça, j'ai envie de dire que je suis assez fier de moi parce que 15 ans après, je me dis que c'était pas si con que ça. Et qu'on en est toujours là, hein, c'est-à-dire qu'on cherche toujours à en prendre le plus possible dans la source et à fiabiliser le plus possible pour la donnée avec laquelle on veut travailler. Et donc l'imagerie, au final, c'est une imagerie multicritère, hein, autorisée par un travail de galérien, petit clin d'œil à un autre grand amateur de bases de données relationnelles à avoir travaillé sur des corpus extrêmement nombreux. Et donc, un travail de réflexion sur la structure de la base, l'idée qu'il faut conserver une granularité la plus fine possible pour la donnée, ne rien laisser de côté. Sylvia, tout à l'heure, dans sa communication, nous a bien dit que ça avait été une difficulté pour Navigo Corpus, finalement, cette affaire-là. Et puis, des requêtes qui repoussent les limites. Et alors bon, à un moment donné, il faut se défier de ce que la puissance de l'outil peut vous offrir en termes de résultats. Il faut garder la tête froide, c'est pas toujours facile. Mais maintenant qu'on est des vieillards chenus et qu'on a blanchi sous le harnais, on sait un petit peu qu'il y a des limites à tout. Voilà. Je vous remercie beaucoup.